Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On rentre dans le vif du sujet. Alors le marché des crypto-monnaies traverse actuellement une période pour le moins délicate. On observe une grande incertitude chez tout un tas d'investisseurs. Il suffit de regarder le Fear and Greed Index. Et cet indice qui combine plusieurs paramètres pour évaluer la confiance ou la panique sur les marchés, cet indice demeure à un niveau montrant une capitulation importante du sentiment des acteurs. Autrement dit, pour faire simple, la plupart des gens se méfient et préfèrent rester à l'écart ou vendre leur position. Alors ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est de décortiquer ensemble les raisons qui pèsent sur le Bitcoin et plus largement sur le marché des crypto-monnaies. On va parler des facteurs économiques mondiaux, notamment de ce qui se passe aux États-Unis, notamment de ce qui se passe en Chine. On va parler de la déflation chinoise. On va parler des décisions des banques centrales et de leur impact sur les marchés. On perd pas de temps et on va commencer directement par où en est le Bitcoin aujourd'hui. Alors après un début d'année relativement poussif, on constate depuis quelques semaines des mouvements de baisse et des mouvements de rebond qui créent une atmosphère de nervosité. La volatilité est présente, elle n'a pas bougé. De toute façon, ça fait partie de l'ADN du Bitcoin. Mais la volatilité reste présente. Le Bitcoin peut chuter brusquement d'un certain pourcentage, puis remonter parfois dans la même journée. Un point important de ces dernières séances a été la liquidation massive de positions longues, c'est-à-dire de personnes qui parient sur une hausse du Bitcoin. Un chiffre pour illustrer un peu ce que je dis, plus d'1 milliard de dollars de positions longues ont été liquidées sur une période très courte. Et ce genre de choses, ça se produit quand? Ça se produit lorsque le cours du Bitcoin baisse assez pour faire sauter le niveau de garantie des investisseurs qui utilisent les effets de levier. Autre chose, on en a parlé un petit peu au début de la vidéo, il y a le Fear and Greed Index qui affiche un niveau très bas. Ça signifie quoi? Ça signifie que les acteurs sont pessimistes. On parle même parfois de capitulation du sentiment. Beaucoup de gens quittent tout simplement le marché ou cessent d'y injecter de l'argent parce qu'ils sont découragés par la baisse ou par la crainte d'une chute encore plus forte. Et donc, quelles sont les perspectives à court terme? Déjà, il y a les analystes qui surveillent de près l'ouverture des marchés traditionnels aux États-Unis qui arrivera dans l'après-midi en France. Pourquoi? Tout simplement parce que le Bitcoin entretient une corrélation non négligeable avec ces derniers. Et donc actuellement, ce qu'on observe, c'est que quand les indices américains plongent, le Bitcoin a souvent tendance à suivre le mouvement dans un contexte actuel de risk-off. Mais mon côté positif, si vous êtes toujours sur le marché aujourd'hui, vous faites partie des gens qui continuent d'y croire ou qui maintiennent leur position malgré la difficulté du moment. Et historiquement, rester présent dans les phases compliquées a souvent porté ses fruits sur le long terme. Mais il est vrai, on va pas se mentir, mais il est vrai que la nervosité ambiante met les nerfs à rude épreuve. Le Bitcoin, plus que n'importe quel autre actif, est fortement influencé par la psychologie collective. Quand le cours monte, on assiste à un élan d'optimisme, parfois irraisonné. En revanche, quand il baisse, les craintes s'emballent et on anticipe le pire. Et pour illustrer un peu ce que je dis, il suffit de regarder les données on-chain. Pour rappel, les données on-chain sont des statistiques directement issues de la blockchain du Bitcoin. Par exemple, on peut suivre la quantité de BTC détenue par de grands acteurs. On peut regarder la durée pendant laquelle ces BTC sont conservés. On peut également regarder le nombre de transactions, etc., etc. Pourquoi c'est important? Tout simplement parce que ça permet de se faire une idée de la santé et de l'usage réel du réseau. Et il y a une catégorie très intéressante, c'est les holders qui conservent leur BTC sur le long terme, parfois sans jamais vendre, quelle que soit la volatilité. Et à travers les données on-chain, on remarque que depuis le dernier pic de prix, ces holders de longue date ont cessé de prendre des bénéfices ou ils l'ont déjà fait auparavant. Et aujourd'hui, les statistiques montrent un équilibre entre les gains réalisés et les pertes réalisées. Ça veut dire quoi? Ça suggère tout simplement que les ventes récentes ne sont plus motivées par la recherche de profit, mais plutôt par la panique ou les liquidations forcées. Et c'est en ça qu'on parle de plus en plus de capitulation. Quand on parle de capitulation, il faut distinguer la capitulation du sentiment, c'est-à-dire la lassitude, le découragement, et la capitulation totale quand un grand nombre d'investisseurs revendent définitivement leurs cryptos. Et aujourd'hui, on constate que c'est surtout la première catégorie qui est concernée, une capitulation du sentiment. Alors oui, il y a tout un tas de personnes qui sortent du marché, qui n'y croient plus et qui sortent, mais le marché ne s'est pas effondré de façon irrémédiable. Les fondamentaux du réseau restent solides et le Bitcoin poursuit son activité comme prévu. Puis, en plus de ces aspects propres à la psychologie, propres aux liquidations du secteur des crypto-monnaies, faut comprendre que le contexte économique mondial n'est pas très réjouissant. Il y a déjà des incertitudes sur la politique monétaire. La Réserve fédérale américaine a augmenté ses taux d'intérêt pour combattre l'inflation, ce qui renchérit le coût de l'emprunt et qui peut ralentir l'économie. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Les investisseurs deviennent nerveux et se ruent sur des valeurs refuges
comme l'or plutôt que sur le Bitcoin ou les actions qui sont jugées plus risquées. Autre chose, il y a le marché chinois. Le marché chinois est très très important dans l'économie mondiale, tant pour la production que pour la consommation. Et des chiffres récents sont sortis et ces chiffres montrent une baisse des prix, c'est-à-dire une situation de déflation. Et ce qu'il faut se dire, c'est que dans un monde globalisé, les économies sont interdépendantes. Personne ne peut avancer dans son coin. Et si la Chine va mal, si la Chine n'achète plus autant qu'avant, eh ben ça pèse sur les entreprises étrangères qui écoulent moins de marchandises. Et donc pourquoi je vous dis tout ça? Eh ben pour faire très simple, c'est que le Bitcoin n'évolue pas dans sa bulle isolée, mais fait partie d'un ensemble financier global où la confiance, les taux d'intérêt, le commerce international et la liquidité circulante influencent fortement les cours. Alors, j'ai parlé de déflation juste avant, on va tenter de faire un petit focus dessus. Alors, très simple, la définition qu'on a tous appris à l'école, c'est la baisse générale des prix. Je fais très simple, hein, c'est un petit peu plus complexe, mais je fais très très simple, baisse générale des prix. Mais en réalité, c'est un petit peu plus compliqué que ça, c'est un phénomène un petit peu plus complexe qui peut poser de sérieux problèmes dans un système monétaire basé sur de la dette, comme c'est le cas aujourd'hui. Et regardez, déjà, on a le PPI qui a reculé de 2,2% en rythme annuel, alors que les experts tablaient sur moins 2%. Il y a le CPI qui a affiché moins 0,7% alors qu'on attendait un moins 0,4%. Ça veut dire quoi concrètement? Eh ben, ça veut dire que les prix à la production, les prix à la consommation baissent effectivement mois après mois. Et pourquoi ça peut être un problème, surtout dans notre système actuel? Eh ben, déjà, on peut penser à la baisse de la demande. Quand les prix reculent, eh ben, les consommateurs peuvent être tentés de reporter leur achat en se disant qu'ils paieront encore moins cher plus tard. Ça limite la consommation immédiate. Puis après, on peut penser au profit. Moins de profit pour les entreprises. Avec des prix plus bas, eh ben, les marges des entreprises se réduisent. Ça peut entraîner des licenciements, ça peut entraîner une baisse des salaires, ce qui aggrave à son tour la réduction de la consommation. Puis, il y a l'endettement. L'endettement peut devenir plus coûteux en valeur réelle. Dans un cas déflationniste, la dette n'est pas effacée par la hausse des prix. En réalité, rembourser une somme fixée devient plus difficile si les revenus de l'entreprise ou les revenus du ménage baissent. Pour faire très simple, votre dette, elle n'a pas bougé, mais par contre, les revenus ont baissé. Une question que vous avez peut-être envie de me poser, pourquoi la Chine ne relance pas simplement son économie? Facile, il relance son économie. Théoriquement, pour sortir du déflation, une banque centrale pourrait injecter davantage de monnaie, réduire les taux, etc., etc. Sauf que dans le contexte mondial actuel, la Chine fait face à plusieurs obstacles. Déjà, il y a les États-Unis. Les États-Unis maintiennent des taux d'intérêt encore relativement élevés. Les États-Unis ont un dollar qui reste encore fort. Et si la Chine inonde son marché de liquidité, sa monnaie pourrait se déprécier trop rapidement, ce qui pénaliserait certains pans de son économie et ce qui renforcerait un déséquilibre commercial déjà compliqué. Puis, il y a la crise immobilière chinoise. On en parle déjà depuis quelques années. La crise immobilière chinoise fragilise les banques, fragilise l'ensemble du système. Donc, injecter plus d'argent doit se faire avec prudence pour ne pas aggraver les bulles financières, pour ne pas aggraver la fuite des capitaux. Maintenant, parlons des données clés à suivre dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Alors déjà, il y a les chiffres de l'inflation US, tant sur la consommation que la production. Alors pour faire simple, si l'inflation recule plus vite que prévu, la Fed pourra baisser ses taux plus tôt, ce qui donnerait sans doute un coup de fouet au marché des crypto-monnaies, au marché des actions. Puis il y a les données sur l'emploi. Le marché de l'emploi américain est resté longtemps très solide, mais on commence à voir des signes de ralentissement. Si le chômage grimpe, la Fed hésitera peut-être à maintenir une politique trop restrictive, ce qui pourrait encore une fois relancer la prise de risque et ce qui sera encore une fois très intéressant pour le marché des crypto-monnaies. Puis il y a le sentiment des consommateurs. La consommation des ménages demeure très très importante pour la croissance. Et des sondages, des indicateurs comme l'indice de sentiment des consommateurs influencent également les marchés. Et l'idée c'est quoi? C'est qu'une embellie sur ces chiffres pourrait coïncider avec un regain d'enthousiasme pour les crypto-monnaies. Mais à l'inverse, si on n'a pas ce qu'on veut, si les chiffres déçoivent, on risque de prolonger la tendance actuelle. Le mot de la fin, ça va être très simple. On ignore toujours, non, je vais dire j'ignore toujours de quoi sera fait demain. Mais l'histoire des bulles spéculatives, l'histoire des innovations financières montre qu'après des périodes de push, il arrive souvent un nouveau cycle d'intérêt. Et le plus important, c'est de ne pas se laisser emporter par les émotions et de comprendre que le Bitcoin et les crypto-monnaies s'inscrivent dans un environnement économique complexe où la politique monétaire, les taux, la confiance, la géopolitique et la psychologie collective se mélangent. Donc, gardons à l'esprit que la situation peut s'inverser parfois plus vite qu'on ne le pense. La vidéo d'aujourd'hui est terminée. En description, vous avez 3 liens qui peuvent vous être utiles. Vous avez ma formation qui a été vue plus de 16 000 fois. N'hésitez surtout pas à en profiter. Vous avez les Charlie Call. Les Charlie Call, on peut échanger, vous et moi, pendant 1 heure lors d'une vidéo. N'hésitez surtout pas à en profiter. Et vous avez l'Alpha Crypto, une newsletter élite que j'envoie chaque semaine. Voilà, n'hésitez pas à en profiter. Prenez soin de vous et à demain.